Virginia Woolf fut la véritable révolutionnaire des lettres anglaises. Au début du XXe siècle, des écrivains comme Henry James, Tchekhov ou Marcel Proust avaient déjà déposé les bases d'une nouvelle écriture qui explore la conscience de ses personnages. À leur suite, Virginia Woolf a voulu dégager le roman anglais de la gangue des traditions et du formalisme qui l'enveloppait, et l'affranchir de toutes les normes. Avec elle, ce ne sont plus les événements ou les drames de l'amour, ou même les caractères des personnages, qui sont les ressorts du récit, mais la transformation des consciences, les instincts fugitifs, ces moments de vision, tout ce qui forme le halo lumineux qui entoure notre conscience. Cette écriture vibrillonnante, cette biographie de l'être, comme dit Marguerite Yourcenar, est infiniment plus subtile, plus secrète, et apporte un intense sentiment d'humanité. Virginia Woolf est sanctifiée en littérature. Pourtant, la lecture de ses romans peut dérouter le lecteur qui découvre son écriture. Il ne faut pas entrer dans son œuvre comme on entre dans un roman conventionnel que l'on va lire d'une traite. Il faut oublier nos petites manies de lecteur et essayer de s'ouvrir à son écriture, écouter le rythme et puiser de temps en temps dans les phrases comme on écoute le bruit de la mer ou la musique de Bach. Au début, on tend l'oreille, puis on s'habitue. Et ce n'est qu'ensuite, après, qu'on s'enivre et que l'on arrive à savourer l'incroyable génie qui transparaît sous chaque phrase, sous chaque changement de rythme. La jeunesse de Virginia Woolf est imprégnée de culture et de littérature, mais son adolescence fut continuellement frôlée par la mort et la folie. Avec sa sœur, leurs deux maris et d'autres écrivains comme Forster, ils fondèrent le Bloomsbury Group, célèbre cercle d'intellectuels qui eut une influence importante sur les milieux artistiques anglais entre deux guerres. En 1925, Virginia Woolf trouve sa voie en déclinant le modernisme au féminin dans Mrs. Dalloway. Le roman raconte la journée d'une élégante femme du monde, Clarissa Dalloway, qui s'apprête à donner une réception et va devoir à nouveau apporter la preuve qu'elle est bien une maîtresse de maison parfaite. Derrière Mrs. Dalloway, il y a Clarissa, la même femme, mais dans son intériorité, dans ses doutes et dans ses souvenirs. Le narrateur épouse les pensées intérieures des personnages et parle par leur voix. C'est le fameux flux de conscience souvent évoqué pour l'écriture de Virginia Woolf. L'effet de l'écriture est tel que le temps semble dilaté et soumis à l'inflation correspondant à la subjectivité des personnages. Ceux-ci évoluent dans une unité de lieu, la ville de Londres, et de temps, 24 heures d'une même journée, rythmée par les coups de Big Ben. En plus de l'active Miss Dalloway, un autre personnage vient en miroir, Sir William, qui lui par contre est dépressif et mélancolique. Il représente les deux facettes de la personnalité de Virginia Woolf, décrite souvent comme bipolaire. Grâce à l'écriture, elle tente d'éloigner de la femme l'idée de la mort. Mais Virginia se suicidera à l'âge de 46 ans, hantée par l'idée de devenir folle. Souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Virginia Woolf, La promenade du phare est son roman le plus autobiographique. Elle y oppose deux manières d'interpréter le monde, la masculine, synonyme de raidissement et de domination, et la féminine, plus fluide, qui au contraire épouse le rythme des choses. Le roman est bâti comme un triptyque. Dans le premier tableau, intitulé La fenêtre, la famille Ramsay, réunie dans une maison de vacances sur une île, projette d'aller se promener jusqu'au phare par beau temps. L'arrivée de la pluie ajournera le projet. Dans le deuxième tableau, intitulé Le temps passe, la famille est décimée par la guerre et par la maladie. Le troisième tableau, intitulé Le phare,
permet finalement, des années plus tard, d'accomplir la promenade avec la famille restreinte et un climat d'entente retrouvé. Mr. and Mrs. Ramsay, un père tyrannique et une mère aimante, sont bien sûr la transposition des propres parents de Virginia Woolf. Et comment ne pas voir une métaphore de l'écrivain dans le personnage de Miss Briscoe, qui essaie tout au long du roman de peindre des toiles qui la laissent insatisfaite et qu'elle ne parvient jamais à finir. C'est elle qui dira la dernière phrase du roman. Elle regarda sa toile. Elle était floue. Avec une intensité soudaine, comme si l'espace d'une seconde elle l'avait vue nette, elle mena une ligne là, au centre. Tout était fini. Oui, songea-t-elle en posant son pinceau au comble de l'épuisement. J'ai eu ma vision. Virginia Woolf publie en 1931 Les Vagues. Elle a déjà prouvé toute l'étendue de son ambition et de son talent littéraire. Avec ce roman, elle va pousser sa démarche stylistique à un degré d'expérimentation encore inédit. Sans action ni même aucun dialogue, ce livre nous fait entendre les voix intérieures de 6 personnages, 3 hommes et 3 femmes, qui expriment, relatent et commentent leur vie de l'enfance jusqu'au début de la vieillesse. Le récit est ponctué par la course du soleil et le flux des vagues. Avec ces 6 monologues, dont les courbes se succèdent, s'entrecroisent, avec la sûreté d'un dessin qui rappelle l'art de la fugue, et encore une fois la musique de Bach, Virginia Woolf donne une stupéfiante démonstration de la solitude de l'être, ses illusions et désillusions, sa tendresse et sa cruauté. Ces mots-là sont jaunes vifs, dit Ginny. Ce sont des mots ardents. J'aimerais avoir une robe ardente, une robe jaune Chaque vif, syllabe une robe du soir est couleur douée d'une fauve. signification particulière. Ces mots-là sont blancs, Ce monde dit si Suzanne, bien comme les commencé cailloux qu'on ramasse est plein sur de la plage. compartiments. Ils battent l'air de leur queue de ci, de là, Sur le à bord mesure que je desquels les je prononce, compte dit Bernard. Miss Hudson vient de Ils fermer remuent son la queue, livre, Ils battent dit l'air de Rodin. leur queue. Le Ils cauchemar volent par commence. troupeaux, tantôt. Voilà qu'elle prend un bout de craie et se met à dessiner des chiffres. What enemy do we now perceive advancing against us? You whom I ride now as we stand pawing this stretch of pavement. It is death. Death is the enemy. It is death against whom I ride with my spear couched and my hair flying back like a young man's, like Percival's when he galloped in India. I strike spurs into my horse. Against you I will fling myself unvanquished and unyielding, O death. The waves broke on the shore.